Salut tout le monde, salut le chat, et particulièrement à Georges-Henri, Vladi, Jérém et Fabien qui ont déjà écrit, tout comme Pierre. Salut Jonathan, on est les deux pour cet épisode 8 d'Overtime, comment tu vas? Ça va bien, toi, Pascal? Ça va bien. En ce lundi 18 octobre, Joe, de quoi est-ce qu'on va parler? Ben, écoute, comme à l'habitude, on va faire un tour des clubs romans, évidemment, mais pour la deuxième fois de la saison, on a un invité pour parler de Genève Servette et des gardiens de but, Sébastien Beaulieu. On va d'ailleurs le retrouver dans quelques instants en compagnie de notre journaliste pour l'émission d'aujourd'hui, Jérôme Bechat. Salut Jérôme. Salut à tous. Et ben, j'en ai parlé, Sébastien Beaulieu. Très heureux de te recevoir, Sébastien, aujourd'hui. Ça va bien? Messieurs, c'est un plaisir. Ça va un petit peu mieux, ouais. Petite présentation rapide quand même de notre invité, un Québécois arrivé en 2004 au Vernet pour s'occuper à la base des gardiens du mouvement junior genevois, mais rapidement appelé par Chris McSorley pour s'occuper des gardiens pro. On peut nommer dans tes anciens poulains Gianluca Mona, Federico Tamo, Tobias Stéphane, Benjamin Kuntz. Maintenant, tu commences à avoir tes poulains qui sont désormais en National League. Tu as également ouvert un centre de formation pour les gardiens qui s'appelle Beaulieu Keeper Performance avec une salle à Genève, une salle à Lausanne, et tu t'occupes également de camps spécialisés pour les gardiens. On te souhaite la bienvenue, on est heureux de te recevoir et on espère que vous avez des questions pour Sébastien et sur les autres clubs. N'oubliez pas, les commentaires sont ouverts, vous pouvez les utiliser pour poser des questions. Mais avant de parler de tes gardiens, Sébastien, c'est quoi le travail d'un entraîneur de gardien? Ben, écoute, c'est devenu maintenant un poste. Bonjour tout le monde déjà. Puis ça, je vous promets pas de langue de bois aujourd'hui. Hein. Je suis quelqu'un de très transparent, alors faites-vous plaisir. Un coach des gardiens, c'est maintenant un poste qui est établi en Suisse et en Liga, ce qui n'était pas le cas quand j'ai commencé à l'époque. Hein. Je pense que j'étais le premier ou le deuxième peut-être avec Marcel Kuhl à Davos. Et donc maintenant, toutes les équipes en ont un. Donc la tâche, elle a évolué énormément. C'est-à-dire, avant, on pouvait envisager pas être sur la glace tous les jours. C'est pas le cas. Donc, on est sur la glace tous les jours avec les équipes. On travaille à la vidéo comme c'est un... Même on a travaillé à la vidéo, je pense, avant les équipes, hein, parce que c'est tellement un sport individuel là, qu'on analysait tout en avance. On travaille sur le gardien adverse. Maintenant, on travaille presque toutes les équipes avec 3 gardiens. Donc, on développe un peu ce qui s'en vient derrière. Donc, le poste a évolué beaucoup. Puis, la plupart d'entre nous, maintenant, ont même un rôle d'appoint dans l'équipe. C'est-à-dire, Christophe Alluet, par exemple, quand il a commencé à être coach des gardiens, il faisait aussi le vidéo coach. Moi, on appelle eyes over the top. Ça veut dire que je suis au-dessus, puis j'essaie de voir les tendances, communiquer avec le banc, puis avec les nouvelles tendances actuelles là, sur les challenges de coach. Bon, on a un gros rôle à jouer là-dedans. Voilà, ça fait un peu le topo, mais c'est donc devenu un rôle qui est essentiel. Puis tellement lourd maintenant que moi, j'ai même un adjoint. Donc, je suis devenu paresseux un peu avec l'expérience. C'est que j'ai un adjoint, on est deux coachs et maintenant, j'ai un jeune coach des gardiens avec moi qui travaille avec la première équipe aussi. Voilà. Bon, évidemment, on sait que tu travailles sur la technique des gardiens, tu leur enseignes quoi faire exactement, mais est-ce que tu as aussi un rôle psychologique, un peu de nounou avec les gardiens? Parce que tu as 2 joueurs sous ta responsabilité, mais mine de rien, le gardien, ça se joue aussi entre les 2 oreilles. Non, c'est sûr. Puis surtout, de où je viens, là, c'est-à-dire moi, j'ai été formé, donc je suis un gardien qui n'a pas réussi. Je suis un gardien pas assez grand, pas assez bon, pas assez tout ce que tu veux. Donc, j'ai vite compris là, qu'il fallait que si je voulais rester dans le hockey, qu'il fallait que je sois spécial. Et puis, donc, j'ai fait l'université, moi, au Québec pour faire de la psycho, justement, de la mécanique de mouvement. J'ai disséqué des cadavres pour comprendre les muscles. Donc, je suis allé très loin dans le truc. Et puis donc, oui, en effet, on sait que la psychologie d'un gardien, comment ça peut être important. Bien, on pourra en reparler plus tard parce qu'il y a des gros enjeux de psychologie cette année, d'ailleurs, pour mes gardiens. Et puis, oui, en effet, d'ailleurs, je crois que ma réputation, elle est basée beaucoup là-dessus, plus que sur la technique. Je suis quelqu'un qui s'adapte énormément au niveau des gardiens, mais surtout, j'essaie d'être un guide. Alors, quand j'ai reçu les plus beaux compliments de ma vie, ils sont venus de Christophe Alluet, qui était pour moi un gardien incroyable. Et puis, quand on s'était séparés à la fin, quand c'était fini, il m'avait dit ça, avec toi, c'est facile parce qu'on utilise tes pensées, on avance, on se concentre à jouer. Donc pour moi, c'est le truc qui est le plus important, je pense, dans mon rôle. Là. Qu'est-ce qui fait pour toi, mettons, le gardien parfait? Là? C'est la technique? C'est le style papillon? Qu'est-ce qui, pour toi, là, représente un bon gardien? Pour moi, c'est la mécanique, en fait. Donc, c'est pas la technique. C'est-à-dire, on peut apprendre à un enfant à faire un mouvement de la canne technique pour faire un arrêt. On peut lui dire d'avancer sa plaque pour faire un arrêt de la plaque. Mais moi, je travaille pas du tout comme ça. Je travaille sur le corps, en fait. Donc, être un athlète parfait qui peut répondre
Donc, très rapidement, si on parle ça se transpose chez les pros après aussi, hein, mais chez les jeunes enfants, je leur apprends à centrer la gravité puis à répondre présent, donc dans la direction, avec quel muscle, dans quelle direction. Donc, de développer vraiment des athlètes complets où le corps a des solutions. Donc, tu prends une lecture sur le puck, tu prends une lecture sur la situation, puis tu réponds au mieux possible. Ce qui n'est vraiment pas la mentalité, par exemple, du style papillon pur qui était inventé à l'époque, qui était de situation A, tu présentes B, des trucs très simples comme ça. Donc, j'essaie vraiment d'avoir des athlètes complets par le développement. Comment tu fais pour entraîner concrètement les gardiens? Il y a une partie sur glace, une partie vidéo, mais tu fais quoi? Tu demandes aux joueurs de tirer, par exemple, en haut à gauche pour entraîner ton gardien dans la lucarne, ou tu fais comment? Non, ça, c'est une autre facette. Moi, je prends tous mes tirs, moi, donc j'utilise jamais des joueurs pour mes exercices gardiens. Très, très peu, en fait. Seulement quand je veux reproduire des situations de jeu vraiment précises. Mais dans la partie développement, en effet, c'est moi qui précise les tirs, puis j'ai développé un tir très, très précis. Et puis, on essaie de mettre les gardiens dans des conditions difficiles pour créer des arrêts durs, en plus de la précision de mon tir. Par exemple, pour t'expliquer ça, Christophe Alluet. Christophe Alluet, quand je l'ai eu à Lausanne, il avait perdu un peu de vitesse. Il faut savoir qu'en NHL, c'est un gardien vraiment mécanique, technique, rapide. Il avait une réputation de styliste. Et puis quand il s'est retrouvé un peu plus en difficulté en Suisse, où le jeu était différent aussi, il faut dire, on s'est posé les deux, puis on a dit, on va essayer de changer un peu ton jeu. On va jouer un peu comme Lundqvist. On va reculer au fond des cages et on va développer plutôt des techniques d'arrêt que des techniques de mouvement. Et puis, par exemple, pour développer, à son âge, je n'étais pas développé, mais pour découvrir qu'il avait des mains absolument incroyables, je l'ai mis dans le fond du but. Je tirais, par exemple, côté mitaine seulement, mais il n'avait pas le droit de bouger avant que le puck soit à 2 mètres de lui. Donc, ça a développé le late reaction, qui est devenu pour moi un enseignement à tous les gardiens que je fais. Quand je l'explique, je le valide avec Christo. Je dis, Christo, c'était trop facile pour lui de faire, sur un tir simple, de faire un arrêt du gant. Mais on a forcé le développement à dire, OK, tu regardes le puck partir, tu valides 4-5 mètres, tu n'as pas le droit de bouger, je suis à côté de toi. Et quand le puck est à 2 mètres, tu déclenches. Alors là, tu dois aller chercher le vrai bon geste, la vraie mécanique, parce que tu n'as plus de temps. Et puis après, avec ça, tu développes vraiment tu n'as plus peur de rien, en fait. Et pour valider ça, j'ai des arrêts au championnat du monde où on voit le puck, là, mais il reste 1,5 mètre, puis Christo va l'accrocher derrière. Donc, c'est vraiment une façon de travailler qui est spécifique, qui est le développement du talent. Voilà. Tu parles de Christo, je vais profiter de reprendre la question de Patrice, puisque Christo est devenu entraîneur des gardiens aussi. Est-ce qu'il y a des rencontres chaque année avec les autres entraîneurs des gardiens pour partager un peu les connaissances et améliorer le travail? Oui et non. C'est-à-dire, il y a rencontre à chaque fois qu'il y a un match. En fait, il y a un peu une clique. Donc, à chaque fois qu'il y a un match, tu fais plaisir d'aller voir l'autre parce qu'on vit les mêmes problèmes, les mêmes histoires. C'est la même chose partout. Par contre, la Ligue suisse organise chaque année un cours de gardien obligatoire, label, plutôt pour les juniors élites et tout ça, mais il se trouve que c'est souvent les coachs pros qui se retrouvent là-bas pour représenter l'équipe. Mais là, c'est un sacré... je vais choisir mon mot, mais c'est très compliqué parce que, en fait, le problème du coaching de gardien, c'est que là, moi, ce que je vous ai expliqué pour le développement de mon talent, je pense que je suis le seul à faire ça. Et je ne suis pas le seul entraîneur des gardiens au monde qui réussit à faire quelque chose. Donc, à Zurich, c'est différent. À Bienne, c'est différent que Marco Streit. À Lausanne, Christo fait ses trucs. Et là, tu te retrouves les 12 ensemble à essayer de convaincre l'autre que ce que tu fais, ça marche. Donc, c'est assez compliqué. Et puis, avec les personnalités, là, je n'aimerais pas de nom, là, mais il y en a qui, pour eux, c'est unidimensionnel. C'est comme ça. Alors, non, ça faisait des journées assez spéciales. Puis moi, je ressortais de là à chaque fois un peu frustré. Donc, moi, je disais pas un mot, je me cachais au fond de la salle. Et puis... Non, c'est compliqué de réunir des coachs de gardiens parce qu'il y a tellement des méthodes différentes. Il y a aussi dans le chat Richard qui demande est-ce que le niveau des gardiens se rapproche de celui de la NHL ou pas trop? Moi, je pense que oui, il se rapproche beaucoup. Après, j'ai dû défendre il y a peut-être 2 ans là, pourquoi il n'y a plus de gardiens suisses en NHL, pourquoi ci, pourquoi ça. En fait, je pense que le niveau a monté partout. Il n'y a pas de gars actuellement, on peut dire, ici en Suisse, où on dit « Ah, lui, c'est sûr, il serait en NHL, ça fonctionnerait. » Je pense que ce n'est pas le cas. Par contre,
ce que je peux vous assurer, c'est que si tu prenais un gros gardien NHL actuellement puis tu l'amenais jouer en Suisse, ce serait pas facile pour lui. Donc ça, c'est la réalité, par contre. C'est-à-dire, et même, ce serait peut-être très, très compliqué parce qu'il y a plus d'espace. Les défenseurs sont peut-être un petit peu moins efficaces, beaucoup moins efficaces, beaucoup moins gros. Il y a de la place sur cette glace pour faire 2 passes, une passe de plus. Donc, c'est vraiment des contextes complètement différents. Là, on n'a pas eu la chance récemment de voir un gardien revenir, mais on a vu lors des lockouts des fois. Moi, j'ai vu Corey Schneider en énorme galère en Suisse. Ben, Christo a dû s'ajuster beaucoup. À Fribourg, ça commençait à être compliqué un petit peu. On avait Bichère revenir à l'époque. Il était au summum quand il est revenu. Puis, bref, c'était compliqué pour tout le monde. Même pour Jonas Hiller, même s'il marchait beaucoup sur sa tête et tout ça, mais c'était pas parfait. Donc, le niveau pour les gardiens, le niveau d'adversité, ce que tu dois faire face en Suisse, il n'est pas commode, moi, je pense, en tout cas. Et Jonathan a parlé avant que le rôle de gardien, ça joue aussi entre les 2 oreilles. Quand tu as un numéro 1 qui joue quasiment tout le temps et un numéro 2 qui joue que des matchs par-ci, par-là, comment tu fais pour le garder concentré et motivé? Parce que le numéro 2, il peut se dire, de toute façon, mon numéro 1 qui fasse un mauvais match ou un bon, de toute façon, le prochain, il va jouer. Donc finalement, comment tu fais pour le garder dans le coup? Bon, ça dépend énormément de quel type de numéro 2 tu as. Donc, ma réponse, je l'ai adaptée un petit peu à plusieurs modèles, mais le truc, c'est que la réalité, c'est que tous les jours maintenant, c'était pas le cas à l'époque. Tous les jours maintenant à l'entraînement, c'est comme si c'était un jour de match. Honnêtement, là, le niveau a tellement monté d'exigence, on s'entraîne plus. Tu sais, à l'époque, moi, j'entraînais Gianluca Mona. Il venait faire un petit tour à Lausanne avec moi l'été 2-3 jours. Je l'appelais le diesel. Hein. Il arrivait au début du mois d'août. Il commençait à arrêter les pucks à la fin du mois d'août, juste à temps pour qu'on commence. Ça, c'est fini. Les athlètes sont sur la glace tout l'été. Et puis tous les jours, si un gardien titulaire ou même un deuxième gardien n'est pas bon un matin à l'entraînement, ça se voit, ça se camoufle plus. Donc ça, c'est déjà un rôle qui fait que tu restes éveillé, puis ça reste compliqué. Après, quand j'ai eu, par exemple, Robert Mayer et Gauthier Desclous en même temps. Donc là c'était facile. Puis ce qui était même plus dur, c'était si le calendrier faisait que Gauthier faisait 2 bons matchs puis que Robert ne jouait pas pendant 10 jours, c'était dur de le garder ça, c'était plus dur. Là, actuellement, j'ai un jeune gardien qui a eu des difficultés. Donc là, lui, il réfléchit pas trop puis il essaie de s'en sortir, de travailler fort tous les jours. Donc tu vois, c'est pas si... à l'époque, je pense que c'était comme ça. Puis à l'époque, tu vois, la qualité des numéros 2, là, c'était Federico Tamo chez nous. On avait des gardiens qui n'étaient pas vraiment des gardiens de premier plan. Donc, eux, ils connaissaient leur rôle et puis ils en avaient... c'était pas vraiment un gros problème. Donc, mais là, ça a changé. Puis, je pense que quand tu es exposé, c'est tellement... on a vu l'exposition de Charlin sur un soir. Là. Tu sais, je pense que les gars ont tellement compris que c'est comme ça que tu ne te poses pas trop la question par rapport au reste. Et tu parles justement de Charlin et du fameux soir face à Ambry avec les 10 buts. Quel est ton rôle à ce moment-là? Parce qu'il reste sur la glace. Ta solution numéro 2, c'est Timur Chianov. Pourquoi est-ce qu'il reste sur la glace, Charlin, pour la fin du match? Et puis, comment toi, tu l'as récupéré? Quel a été ton rôle après le match? Bon, déjà... j'ai de l'expérience pour cette question maintenant, parce que je suis rendu presque à 10 fois. Alors là, la réponse, ça va être propre. On va prendre ordre. Déjà, je regrette de l'avoir laissé là. Si je recommençais, je ne le laisserais pas là. C'est du sport, c'est compliqué. C'est moi qui décidais, c'était personne d'autre, donc c'est de ma faute. Par contre, je comprends pourquoi j'ai laissé là. Et en fait, il y avait 3 facteurs. Premièrement, c'était 4-4 et puis le 5e but, c'était pas pour lui. Là, ça a sorti sur la palette du mec direct. Donc, rendu là, ça allait encore. C'était au 3e tiers. On n'avait pas Gauthier sur le banc. Ça, c'était le plus dur de l'histoire concernant Charlin ce soir-là, parce que s'il y avait eu Gauthier, on parlerait. Ça ne serait jamais arrivé, cette histoire. Mais bon, voilà, là, ça a monté. Et puis, on s'est retrouvé à 7-4, où là, il y a le 7e goal est catastrophique, il est craqué complet. Et puis là, il reste 7-8 minutes, 8-9 minutes, je ne me souviens plus, mais là, tu as 2 choix. Tu te dis, c'est fini, je pense. Le match, pour moi, était fini. C'est-à-dire, Ambry allait décompresser, Genève allait protéger le jeune gardien, et puis Stéphane allait protéger le protégeable, et puis parce qu'il est très, très fort mentalement, cet enfant. Et puis, les 3 facteurs ont échoué, en fait. Donc, Genève ont été encore plus catastrophiques. On a donné le milieu complètement. On ne jouait plus.
Ambry se sont dit, tiens, c'est rare que nous, on en plante 10 et si on en plantait 15. Et puis, ben, Stéphane, là, finalement, il était plus sonné que je pensais. Il devait voir la patinoire en triple ou en quadruple. Donc, ça a fait ça. Et puis, oui, j'avais un jeune sur le banc que... En fait, je pensais l'inverse. Je pensais qu'en entrant, un jeune gardien de 20 ans qui n'avait jamais joué puis qui n'avait pas vraiment le niveau pour être là, que ça allait finir à 10 goals, justement, avec le pauvre Timur qui serait embarqué là-dedans. Et puis, finalement, ben, ça a fait ça. Voilà. Il était dans quel état d'esprit, Stéphane Charlin, après le match? Oh, pas de problème. Il est vraiment, je vous assure, c'est vraiment un type incroyable. Il était sous le choc, évidemment, que ce soit arrivé, mais il était pas abattu, il n'était pas triste, il n'était pas nerveux, il était pas, je veux dire, après, il n'était pas comme on devrait l'être. Il était déçu, il était fâché parce qu'il se disait, ben, j'ai commis des erreurs, l'équipe est revenue à 4-4, l'équipe marchait, puis j'ai rebousillé ça une deuxième fois. Donc ça, c'est ça que lui le dérangeait énormément. Puis il avait raison, parce que c'est vrai qu'à 4-4, je ne sais pas les pronostics de sport type, là, mais moi, là, Genève, non, mais franchement, là, c'était pour nous, là, on générait des chances, le match avait tourné. Donc, c'est pour ça qu'il était très, très, très déçu. Mais après, il est vraiment spécial, cet athlète, donc on en reparlera d'ici une année ou deux. Mais ouais. Sébastien, après ça, vous avez joué 4 matchs. Il n'a toujours pas été devant la cage. L'idéal pour lui, est-ce que ça aurait été de le remettre le plus tôt possible ou là, vu la situation de la séquence de défaites, Gauthier qui peut jouer, tu mets ton numéro 1, tu essaies de te donner les meilleures chances possibles, mais comme gardien, est-ce que ça aurait été une bonne solution de mettre Stéphane rapidement devant la cage? Oui et non. Il a failli jouer le mardi contre Davos. En fait, on attendait les nouvelles de Gauthier jusqu'à lundi soir avant de décider. Ça n'aurait pas été une bonne idée qu'il joue. Quand on va vraiment au fond là, c'était vraiment exposé. Il y aurait eu une pression, mais négative, pas nécessaire. En fait, c'était pas nécessaire qu'il se rende à 10 goals. Si tout avait été bien structuré, si Gauthier avait été là en deuxième, jamais on parlerait de ça aujourd'hui, tu sais. Donc il y avait déjà une situation négative forte. Ce gamin-là a pris toute la patinoire sur sa tête à la fin. Alors, le remettre mardi, si ça se passait mal, ça aurait été vraiment à risque, en fait, d'avoir un vrai gros problème dans le futur pour 2-3 mois puis d'avoir de la peine à s'en sortir. Alors, moi, je souhaitais plus profondément qu'il ne joue pas parce que c'était allé trop loin, donc samedi. Après, s'il y avait eu à le faire, moi, j'étais en train de le préparer pour ça, puis je pense qu'il aurait pu avoir du courage. Mais l'autre problème qu'on a, c'est qu'actuellement, on est éventré défensivement tous les soirs. Et ça, je dis pas ça. J'essaie de faire partie des solutions aussi. On essaie de faire partie avec le coaching staff de trouver les solutions de ça. Mais on donne pas beaucoup de tirs, mais on donne énormément de chances de marquer. Ça, c'est la réalité. Et puis, ben, je savais que ça allait être dur contre Davos et puis qu'il n'y aurait pas les conditions faciles pour lui, pour lui permettre de dire, écoute, tu fais les premiers arrêts, ça va bien aller, tu vas t'en sortir. Mais non, je veux dire, on a commencé le match de samedi contre Rapperswil, il y avait un breakaway après 35 secondes. Je veux dire, on a un peu de peine on n'est pas homogène ces temps-ci. Donc, alors les conditions ne sont pas bonnes. Alors, vous savez, Steph Charlin, s'il jouait, je lui ai dit à lui, j'ai dit, écoute, c'est pas une excuse, mais je t'assure, Stéphane, que si tu jouais actuellement à Zug, à Bienne, à tout, tu aurais fait 1 ou 2 départs réussis, peut-être pas parfait, mais tu aurais fait ce que tu as. On parlerait pas de ça aujourd'hui. C'est compliqué, vous savez, actuellement. Donc, voilà. Vous aviez un plan de combien de matchs avec Stéphane Charlin? C'est quoi, une dizaine de matchs? On a un plan léger avec Steph, une dizaine de matchs, mais on a aussi 15 matchs prévus pour lui à Langenthal. Donc, d'ailleurs, oui, vas-y. Est-ce que le plan change ou est modifié selon... Parce que là, l'équipe ne va pas bien, on le sait très bien. Est-ce que ça impacte un peu sur les décisions de qui est devant le filet ou si ça n'a pas rapport puis votre plan est fait, les matchs à Stéphane sont décidés puis vous vous tenez à ça? Non, ça impacte énormément. Les matchs prévus de Stéphane ne tiennent plus actuellement et ça n'a rien à voir contre lui. Il faut que là, il est prévu jouer à Langenthal cette semaine en Ligue B. Il y avait un départ prévu à chaque semaine du mois d'octobre à Langenthal. Ça ne s'est pas arrivé parce qu'eux aussi étaient en difficulté. Il y a plein de raisons, là. Puis quand on l'a rappelé pour ce match d'Ambry, je ne sais pas si vous avez vu l'histoire, là, mais il a roulé l'après-midi. Hein. Il était à Langenthal pour jouer à 17h. Donc, le pauvre garçon, en plus, c'était une journée catastrophique. Mais là, le but, c'est qu'il refasse des minutes de jeu de qualité en Ligue B, si possible, pour l'instant, ou peut-être qu'il va remplacer Gauthier une première fois en Liga, une fois quand on verra que c'est le moment de le faire. Et puis là, je pense qu'actuellement, tant que l'équipe n'aura pas retrouvé une sérénité, c'est même ça le problème, c'est pas lui. Hein. On lui a dit clairement, il faut attendre, parce que là,
on donne entre 15 et 20 chances de marquer par match. Il faut se mettre un peu plus propre là, puis, pour lancer un jeune gardien dans la mêlée comme ça. Est-ce qu'à un moment, parce que la décision de ne pas reconduire Manzato, de ne pas le re-signer, ça a été une décision que vous avez prise ensemble. Est-ce qu'à un moment, dans une situation de crise comme vous avez vécu dans les dernières semaines, vous regrettez d'avoir de l'expérience devant la cage pour soutenir Gauthier, qui connaît une saison plus difficile pour X et Y raisons? C'est pas 100% sa faute, évidemment. Tu l'as dit, il y a des lacunes en défense aussi. En ce moment, l'équipe n'est pas homogène. Mais est-ce que d'avoir l'expérience d'un Manzato aurait pu aider dans une situation comme ça? Évidemment que oui. Et c'est pas. La décision, elle a été prise au 1er novembre de la saison dernière parce que c'était ça la clause on avait signé Manzat pour une année avec. Et moi, j'aurais pas signé Manzat, il le sait. Manzat est devenu un ami personnel. On se parle à un rythme qui est peurant. Mais c'était pas prévu pour moi d'aller chercher un gardien de 36 ans. C'est pas comme ça que je travaille, c'est pas comme ça que je fonctionne. Donc je n'aurais pas pris Manzato, moi, l'année passée. Je me suis battu fort pour tout de suite aller avec les jeunes et aller de l'avant et faire de la place à Gauthier. Et vous savez donc, c'est décidé au 1er novembre. Le 1er novembre, Manzat n'avait pas gagné encore un seul match, avait 2-3 performances très moyennes contre Ambry. Et puis, c'était comme ça. Puis Stéphane était en train de brûler la Ligue B. Il avait 10 matchs réussis. Il était à 94% d'arrêt. C'est une évidence. Pour nous, c'est un talent. Voilà. Puis moi, je travaille comme ça. Et la Fondation travaille comme ça, c'est-à-dire ici à Genève. C'est qu'on veut développer les talents locaux. Puis là, on attendait de voir, en fait, comment Gauthier allait être, en fait, comme titulaire, s'il pouvait tenir, si tout ça, au niveau physique, au niveau... Et donc, c'est pour ça qu'on a pris Manzato à la fin. Puis je me suis rallié à cette décision. Puis elle était juste. Mais après, une fois, la saison dernière, vous savez, ce que Manzat a fait dans les playoffs, c'est absolument incroyable. Il n'avait jamais été C'était comme une recrue, hein? Il n'avait jamais fait de demi-finale, jamais fait de... C'est vrai, hein? C'était vraiment incroyable. On a vécu une histoire, une romance absolument incroyable. Mais il y a eu une saison moyenne. J'avais de la peine à réussir à le faire jouer l'année passée. Les coachs ne voulaient pas. Ils voulaient Gauthier parce qu'il jouait tellement bien. Donc, oui... de regarder aujourd'hui et de dire est-ce que tu prendrais Manzat au jour d'aujourd'hui? Ben, je ne suis pas un menteur, bien sûr. Mais c'était pas le plan. C'est pas le plan, puis c'est pas comme ça. Puis même Manzat, le pauvre, s'il avait comme on joue actuellement, il n'y a pas eu un seul match confortable pour les gardiens cette saison, pour l'équipe de toute façon. On est en difficulté, on joue pas, on est déstabilisé partout par les blessures, par le positionnement des joueurs, par notre façon de jouer aussi. Donc, on est en train de se retrouver avec ça. Et puis, c'est le mieux que je peux te répondre. C'est vraiment la vérité, c'est comme ça. Et puis, on était prêts. Puis, cet été, Manzat m'a dit, Seb, je te comprends, il y a trop de talent, il faut laisser aller ce jeune. Et même lui a compris, tu sais, même si on savait où on s'en allait avec ça. Donc, voilà. Florian dans le chat qui dit quel plaisir et bonheur de t'écouter parler, Seb, et d'expliquer les choses. Tu fais vraiment un bon job comme entraîneur des gardiens. Et puis, puisqu'on parle de Manzato, il y a Christine qui demande si toi, par exemple, tu as des news sur sa blessure à Manzato. Oui, c'est rien de bien grave. C'est une blessure de vieux. Alors, je ne sais pas si je dois le dire, là, mais c'est bloqué le dos, le copain. Donc, il faut qu'il fasse plus de stretching ou qu'il fasse une cure de jeunesse. Sébastien, on voit dans des équipes, comme par exemple à Bienne, depuis quelques années, avec Hilaire, c'était notamment le cas, quand Bienne se déplaçait au Tessin, c'est pas Hilaire qui jouait, c'était Elien Pope. On l'a aussi vu cette année. Elien Pope, il a fait que 2 matchs, c'est à Lugano et à Ambry. Quand Fribourg est allé à Ambry, c'est Conorius qui a joué. Est-ce que ça vient une mode, entre guillemets, que sur les longs déplacements, c'est ton numéro 2 qui joue et pourquoi? Question très, très, très intéressante. Oui, c'est une grosse mode. En NHL, ils font aussi. Et là, il y a deux courants de pensée. Hein. Donc, ici on a un puriste dans notre staff de coach, c'est Yann Cadieux. Yann Cadieux, il croit au dieu du hockey, au karma, on doit respecter. Alors lui, si tu laisses ton gardien titulaire à la maison, il pense que le lendemain, tu dois payer le prix. C'est pas comme ça que ça doit fonctionner le hockey. Et puis, on a des bonnes discussions là-dessus. Et puis moi, je suis dans le profilage d'athlète à fond. Je me dis, si tu veux, par exemple, gagner le match du samedi, pourquoi tu ne prendrais pas un risque de laisser ton gardien, au lieu d'éviter, mettons, 6 heures de bus et de rentrer à 4 heures du matin? Pourquoi tu ne poserais pas ton gardien chez lui et tu ne le ferais pas arriver le samedi dans un état? Puis NHL, ils ont commencé à faire ça. Donc, oui, c'est des bonnes idées parce que la charge, elle est tellement lourde en match
à l'entraînement maintenant, c'est surtout ça le plus gros changement. J'essaie d'expliquer à tout le monde. Si vous voyez comment les équipes s'entraînent maintenant, il n'y a plus ces trucs là où tranquille au début, c'est à fond. Les joueurs tirent pour marquer, ils ont des courbes comme ça, des tirs à 800 km/h. Et puis là, tu dois te battre. Alors, si tu peux laisser ton gardien frais et pas le faire jouer dans un déplacement, je dirais non seulement pas le faire jouer, mais le laisser à la maison, moi, je crois beaucoup à ça. Et puis, je pense que c'est comme ça Mais pour ça prend 2 gardiens prêts à jouer, 2 gardiens de top niveau. Et puis, mais je trouve que c'est un avantage. Une question intéressante de Vladi qui a été posée dans le chat par rapport à la saison prochaine, puisqu'il y aura l'augmentation du nombre d'étrangers. Alors, il dit question piège, Genève, la saison prochaine, sera-t-il à la recherche d'un gardien étranger ou les deux seront suisses? Mais d'une manière plus générale, comment est-ce que toi, tu vois ces rumeurs qui disent qu'avec plus d'étrangers, il y aura plus de gardiens étrangers aussi en Suisse? Oui, c'était la première réaction tout début quand ils ont annoncé 8 étrangers. Vous vous souvenez au tout début, là, quand les premiers. Là, franchement, à 8, je pense que toutes les équipes auraient pris, en fait. Et ça, c'était grave. Moi, je trouvais ça grave. Je me suis dit, oui. En effet, là, tu peux trouver des super gardiens de Ligue américaine, des trucs là, ou de Ligue européenne. Et puis, on n'a qu'à penser qu'à Karunen, par exemple, là, à Berne. Donc, c'était pas le meilleur gardien au monde, hein, mais un mec compétitif comme ça, tout ça, puis t'embarques ça, c'était quand même un bon gardien. Donc oui, je trouve ça dangereux, mais là, à 6, et je pense avec la mentalité qu'on a en Suisse, nous, on va forcer le jeu avec nos gardiens. Écoute, on a été encensés, on l'est moins actuellement, mais on a été encensés tout l'été pour la décision qu'on a prise d'aller avec 2 jeunes Suisses par les dirigeants d'équipe suisse, par des gens autour qui disaient, oui, parce qu'on a un rôle de gagner des matchs de hockey pour nos fans, on a un sport professionnel, mais on a aussi une ligue quand même de développement. En tout cas, moi, j'espère développer et gagner aussi, mais donc, on veut faire ça. Donc, j'espère que non. J'espère que les équipes vont comprendre que comme je vous disais, on amène un gardien étranger ici. Regardez le niveau des gars là, dans la ligue, solide au but, là, je veux dire. Je pense pas qu'une équipe va vraiment upgrader énormément avec un gardien étranger. Ce que tu peux upgrader avec un attaquant étranger de plus. Là. Moi, je m'attends à du 4-2 partout, là, du 4 étrangers devant, 2 derrière. Puis ça, je pense que c'est la carte à jouer. À moins que tu aies un problème dans le but et tu n'aies plus personne. Mais nous, avec Gauthier, on est hyper confiants. Moi, je suis pas d'accord du tout avec... Je vais défendre ça, il faut qu'on parle de ça d'ailleurs, parce que Gauthier est en excellente forme. Il joue très, très, très bien. Il a pris 3 buts très faibles cette saison. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que c'est la surcharge mentale à tout ça, parce qu'il ne les prend pas d'habitude. Son niveau de jeu est extrêmement élevé cette saison. Donc, c'est juste les statistiques qui vont dire le contraire. Ça me rappelle une anecdote, Sébastien, là-dessus. On va passer sur du personnel, hein, parce qu'avec Seb, on se connaît depuis très longtemps. C'était un match de Genève à Ambry. Tu étais assis derrière moi et on était à côté d'un commentateur radio qui critiquait, c'était Tobias Stéphane à l'époque, justement sur les statistiques. Et à la pause, tu étais venu et tu avais dit il raconte quoi, lui? Ouais, les stats, elles sont pas bonnes, mais moi, je te dis, il est meilleur que l'année passée. Je sais pas si tu te souviens de ça. Les gars, je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais en plus, cette saison, il y a les expected goals qui sont... Je n'ai pas encore tout compris, cette histoire-là, mais déjà, à chaque soir, on n'est pas bien parce qu'on commet trop d'erreurs, on n'est vraiment pas bien. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte que actuellement, par exemple, en avril dernier, Reto Berra, nous, on a réussi à le battre, et puis c'est un bon gardien, hein, on le trouve vraiment bon et tout ça. Et puis, on arrivait à le battre. Et puis là parce que l'équipe joue comme ça, il y a une bonne séquence. Lui, il joue bien, il est confiant. On l'a vu contre nous, il a fait les gros arrêts, mais dans des conditions bonnes. Et puis c'est très différent que quand tu es percé et puis quand tu commences des matchs avec des ouvertures des 2 contre 1. C'est pas pareil. Il faut qu'on arrive à mesurer ça parce que c'est vraiment la réalité. Puis moi, c'est mon travail de le faire. Et puis je dis, c'est pas une excuse, c'est comme ça. Puis il faut pas surestimer quand tu as une équipe qui joue bien devant un gardien, là, comme la façon que Bien joue, ou bien la façon que Zouk joue, je veux dire, il y a des soirs ici contre nous, des fois je me disais, purée, c'est un match assez facile pour le gardien. Il faut être capable de pondérer vraiment les performances gardiens, parce que là, actuellement, c'est dur. Donc c'est dur, c'est compliqué, puis ça prend vraiment, vraiment du caractère pour tenir. Et moi, je suis très fier de lui. Je te dis, les 3 buts, je les trouve extra faibles. Je sais pas, j'ai jamais vu prendre 3 buts comme ça. Je pense qu'il voulait trop en faire, je pense. Voilà. On va aller dans le chat un peu. Il y a des super bonnes questions. Il y a Florian qui demande, les gardiens sont-ils vraiment si éloignés de l'équipe en général? Car comme on dit souvent et on entend souvent, ils sont dans leur monde, dans leur bulle un peu à part de l'équipe. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai. C'est vrai.
Il y a une partie, il y a un 20-25% là, qui a toujours faire partie de l'équipe, certains moments, certains trucs, certains. Voilà. Mais en 2021, là, la prépa, elle se fait en dehors du vestiaire. Moi, je prépare l'adversaire pour mes gardiens. Ça veut dire qu'ils n'assistent même pas au meeting d'équipe de préparation de l'adversaire. Je fais tout moi-même de mon côté. Les débriefs, ça se fait à côté. Les joueurs savent qu'il ne faut surtout pas déranger, trop donner d'infos à un gardien pendant son match. Personne ne lui parle. Non, on est vraiment une clique dans une clique, là, mais et ça, je dis pas ça. Je dis pas ça du tout. Ça fait partie de l'équipe. La performance fait partie de l'équipe. Il faut voir l'équipe. Mais franchement, le quotidien, le roulement, c'est de plus en plus individuel. Moi, je compare. L'exemple que je donne souvent pour ça, c'est que moi, j'utilise beaucoup le tennis, autant mentalement que techniquement. Ben, je dis, nous, on est les mecs qui se servons. On est le service. L'importance d'un service au tennis, ben, nous, on se prépare pour servir. Ça veut dire qu'une fois qu'on a servi, c'est parti, ça y va. On se reconcentre pour resservir. Donc, tu vois, ça n'a pas de lien sur les décisions, sur les trucs de l'équipe, sur les machins. On essaie de se concentrer sur ce qu'on a à faire. Dans le chat, il y a encore plein de questions sur les autres gardiens du championnat, donc on va les faire un petit peu. Allez. Je vais un peu tous te les citer en même temps. Il y a Gaëtan qui demande est-ce qu'on a félicité Zurich pour le développement de Weber ou demander pourquoi on ne l'a pas vu à Fribourg. Weber est-il aussi bon qu'on le dit? Il y a une autre question, est-ce que Weber ira un jour en NHL? Qu'est-ce que tu penses de Wolf? Est-ce que Giannoni aurait réussi en NHL? Je les mets un petit peu en pack et puis je te laisse te déverrouiller avec ça. Ouais, mais avec grand plaisir, hein, parce que j'ai presque des bons mots pour tout le monde en plus, et je pense vraiment. L'année passée, moi, j'ai défendu, je vais commencer par un qui n'a pas été nommé, Von Pottelberg. Donc, quelle mauvaise presse et quelle mauvaise, même du monde du hockey, il a eu en début de saison, injustifié. Lui, il s'est retrouvé dans la même situation que Gauthier actuellement, c'est-à-dire, Bien n'était complètement pas l'équipe qu'ils sont actuellement, et il s'est retrouvé en difficulté, et il sortait d'une saison incroyable à Davos, où il était venu au Vernet, nous, être meilleur que Robert 2-3 fois. Alors, puis Robert jouait bien. Et donc, moi, j'adore ce gardien et je l'ai défendu quand ça allait très mal. Et je suis tellement fier aujourd'hui parce que, ouais, voyez comment il est. Puis les premières réactions, c'était « Ah, il a l'air... » Mais c'était tellement injuste, en tout cas. Mais bref, bravo, chapeau Von Pottelberg. Je trouve que lui, c'est un gardien qui marche très, très bien. Ludo Weber, à Fribourg, le pauvre, ben, il est tombé chez Reto Berra. C'est tout simplement ça. Puis, oui, est-ce que Fribourg aurait pu décider de jouer la carte comme nous, de prendre... Oui, mais passer de Reto Berra, c'est aussi... Il faut être courageux, hein, il faut y aller. Alors, non, moi, je trouve qu'ils ont fait un choix logique s'ils ont des ambitions élevées. Et puis, il n'y avait pas la place. Ils auraient aimé ça le garder, mais je pense que Ludo a compris qu'il devait passer par ailleurs. Moi, quand il a signé à Zurich, je ne comprenais pas trop. Je pensais qu'il allait avoir un endroit plus ouvert pour lui. Il a été courageux d'aller à Zurich. J'ai trouvé super courageux. Et il est bon. Il fait du bon travail. J'ai vraiment aimé ce qu'il fait. Il y a encore une marge de progression. Je pense qu'il peut encore être meilleur, mais c'est un bon gardien. Giannoni, extraordinaire. Giannoni, je ne sais pas si vous vous souvenez aussi, à Zug, il y a 2 ans, dernier dans les statistiques, après 15 matchs, 86% d'arrêt. Tout le monde se posait des questions, sauf 2 personnes, son propre coach des gardiens et moi. Je me souviens de la discussion, j'avais dit, mais les gens, ils croient vraiment que Leonardo Giannoni, c'est pas un bon gardien? Parce que les circonstances n'étaient pas bonnes et que lui, s'était mis une pression négative et puis ça ne marchait pas du tout. Et puis, c'est un gardien extraordinaire. Nous, avec Genève, on l'a mis en difficulté dans les playoffs 2-3 fois avec Berne, vraiment en difficulté. On a bien joué, on l'a amené dans ses retranchements, dans ses faiblesses. Et chaque fois, il est sorti de l'eau, là, mais d'une façon incroyable. Je ne sais pas si vous vous souvenez, le long match de Robert Mayer contre Giannoni là, au Vernet, là, qui a duré cette période-là. Et il est revenu au match suivant aussi, mais il est incroyable. Il est incroyable. Donc, moi, j'ai un respect pour lui. Je pense qu'il aurait pu jouer peut-être. Moi, quand je l'ai vu au championnat du monde face aux Suédois, comment il était dur à battre, je pense que lui, il aurait pu essayer l'autre côté. Il n'y a pas le profil. Hein, il n'y a pas du tout le profil. Mais quand je vois ses qualités mentales, ses qualités, les miettes qu'il nous a laissées dans la finale l'année passée, alors qu'on avait le vent dans les voiles pour renverser Zug, mais impossible. C'est vraiment lui, pour moi, qui a cassé tout ça. Hein. Donc, je le trouve vraiment très bon. Qui j'ai oublié dans ta liste, Pascal? Wolf. Ah, ben là, je dois faire mea culpa. Mea culpa à Tim Wolf parce que j'ai entendu son agent pendant des années. Il me l'a proposé pendant des années. Et puis,
Il disait qu'il était sous-évalué, qu'il était capable. Et puis moi, je le connaissais pas beaucoup, je pensais pas. J'avais des souvenirs de lui, de Rapperswil et tout ça. Mais je suis très, 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 très surpris de comment il se débrouille. Là, évidemment, dans son cas, on ne regardera pas les statistiques, le pauvre, avec tout ce qui se prend, là. Mais il est dur à battre, en fait. On joue contre lui, là, il n'est pas commode, il est très athlétique, ce que j'aime beaucoup, beaucoup. Donc, il essaie, même quand il se fait battre, il me semble qu'il n'est pas loin de les avoir. Donc je pense qu'il est en train de changer. En tout cas, pour ma part, je lui lève mon chapeau et puis je réévalue complètement Tim Wolf. Il est vraiment pas mal. Il est surprenant. Sébastien, avant, tu parlais de Giannoni qui a eu du mal en début de saison, à sa première saison à Zug, à s'adapter. Ouais. Est-ce que c'est aussi à cause du style défensif? C'était peut-être pas la même chose qu'à Berne, ou bien le style de la défense, ça n'a rien à voir pour le gardien? Non, ça peut avoir, mais là, Zug jouait quand même bien déjà. C'était bizarre un peu ce qui est arrivé. Tu sais, c'était une période mentale, je sais pas. Ça a mal parti. Mais ta question, elle est bonne, mais il passait de Berne à Zug, donc il passait pas de. Ouais, mais est-ce que le style défensif était peut-être différent? Et puis du coup, tu as peut-être des tirs qui étaient bloqués à Berne qui ne l'étaient pas à Zug? Oui, peut-être. Tu sais, dans son cas, lui, c'est un bon point, mais tu connais le style de Giannoni, c'est un style d'agression. Hein. Il patine beaucoup et puis il monte en marche avant sur des joueurs. Moi, s'il faisait ça à Genève, on trouverait les passes à chaque fois. Là, ça serait un problème. Donc oui, je pense que Berne s'était vraiment bien adapté à ce gardien qu'il allait affronter. Mais là, cette année-là, je me souviens tellement de cette période. Il se prenait des buts partout, là, sous les bras. C'était une catastrophe. Mais c'était juste un mauvais début de saison. Il s'est replacé. Il a fini la saison. Vous irez voir les stats, là, comment il a fini cette saison tout en haut. Là. Il était chef de file à la fin. C'était le meilleur. Avant qu'on parle un petit peu aussi de Genève Servette et du week-end de Genève Servette, il y avait Cédric qui voulait un petit top 3, un petit top 5 des gardiens selon Sébastien Beaulieu, que tu as vu évoluer en Suisse. Donc ça peut pas forcément ceux qui se jouent actuellement. Oui, ça c'est dur, ça. Top 3 alors, comme ça c'est plus facile. Non, mais c'est pas une question de quantité, mais même, moi je suis un fidèle Christo Baluet, donc quand Christo a été dominant à Lausanne, là, pour moi c'était vraiment incroyable. Avec le système Anne-Salaire, c'est Christo derrière, là, c'était wow. C'était vraiment particulier. Giannoni est incroyable. Tobias, évidemment. J'allais dire Yogi Berra, parce que j'ai parlé de Yogi cette semaine, mais c'est Reto. Reto Berra, incroyable aussi. Donc là, ça, c'est les 4 avec Jonas Siller. C'est les 5 qui sont arrivés et qui ont fait le truc, là. Mais c'est très dur à classer. Ça dépend tellement de chaque truc. Mais pour moi, le 1, c'est Giannoni par ses victoires play-off. Et puis, voilà. On va revenir quand même sur Genève Servette. Sébastien, ça a été difficile, une longue série de défaites, un difficile début de saison. La victoire d'hier, combinée au retour de Noah Rod, l'ambiance dans le vestiaire, tout ça, ça a dû faire énormément de bien, évidemment. Ce matin, vous deviez avoir un piano de moins sur les épaules à l'entraînement. Mais comment expliquer là, enfin qu'on sorte de cette mauvaise séquence? Déjà, c'est pas sorti. Ça va cette semaine, elle est pas commode. Là, donc, le vrai travail commence. Il fallait juste pas perdre samedi. Tout le monde le savait. Là. Tu peux pas te permettre, dans la situation où on était, de pas gagner contre Rapperswil à la maison, même si Rapperswil est devenu une équipe, on ne sait plus comme avant. Donc, non, c'était obligatoire. C'était victoire obligatoire samedi. Ça a fait du bien. Le retour de Noah, c'est évident, c'est même pas sous-évalué. Quand il revient, lui, ça fait direct partout. En fait, son esprit, c'est le Goran Bézina des années 2020 pour Genève Servette, c'est-à-dire un niveau de prestance, une envie de gagner, une envie de marquer à chaque tir tous les jours. C'est un gars spécial. Donc, il nous a fait un bien fou parce que c'est exactement ce qui nous manquait ces temps-ci, là. On faisait le tournus un peu de qui faisait les erreurs. On cherche, ça allait pas bien. Donc, ça a fait du bien d'avoir un mec rentré comme ça. Et puis là, ça a enlevé pour le piano, tu as raison. Le piano est tombé, mais il y a vraiment beaucoup de travail cette semaine. Et puis, si on joue pas bien cette semaine, la solution n'est pas réglée. Donc, on sait qu'on a du boulot. Puis, je suis juste content de... Je sais pas comment expliquer ça, mais à Genève, on a essayé, même dans le passé avec Chris, de construire une mentalité spéciale et puis de gagner un heure de tout ça. Puis on essaie de la faire perdurer, de jamais la perdre. Et puis il y a des gars qui sont là pour ça. Donc moi aussi, je suis là pour ça parce que je suis toujours été là.
Et puis Noah est là pour ça, et puis Louis aussi, puis le coaching staff qui est rentré à cette mentalité-là. Et on essaye de ne pas paniquer, de rester, c'est bonnes choses, mais il faut que ça tourne quand même. C'est bien beau, pas paniquer, il faut que ça tourne. Et tu parlais de cette semaine, ça commence fort quand même demain avec ce déplacement à Zurich. Ça va être peut-être le plus gros test pour cette équipe qui est actuellement un peu balbutiante. Oui, c'est une occasion d'y aller. En fait, si Zurich jouait son gros hockey, dans l'état actuel des choses, tu te dis ouf, ça va être compliqué. Alors là, comme ils sont un peu dans une période qu'ils ont un peu de difficulté, puis Zurich, quand ils décident de jouer ce hockey-là, ils donnent une chance d'y aller. Donc, on va essayer de nous être bons, puis que ça tombe sur un Zurich moyen, puis d'aller chercher cette victoire importante. Moi, j'ai une petite question sur votre nouvel étranger. Là, Sami Vatanen, il a 6 matchs, 7 points. Il a un plus-minus de +3. Vous en êtes très satisfait? Oui, tout à fait. Il y a eu beaucoup de débats à l'interne. C'est toujours, de toute façon, il y a toujours des débats à l'interne là-dessus. C'est Non, mais étranger attaquant, étranger défenseur. Là, la question elle se posait vraiment. Et puis, on m'a demandé ce que je pensais. Puis moi, j'ai dit, la seule raison qu'il fasse... Parce que moi, je pense attaquant étranger depuis 15 ans. Alors, je vais bien changer, là, mais... Et là, j'ai dit, la seule raison qu'il fasse que ce soit un défenseur étranger, c'est qu'il faut qu'il soit dominant et qu'il nous apporte de l'attaque. Alors, c'est le cas. Donc, c'est vraiment une menace. C'est vraiment une menace. Il est dangereux offensivement. Il crée. Alors, il nous apporte énormément actuellement. Ouais. Mais écoute, Seb, on est déjà à 45 minutes d'émission quasiment. On a beaucoup parlé, on pourrait t'écouter parler, je pense, encore pendant 2 heures, et je pense dans le chat aussi. Diplette un peu, hein? Ouais. il sera encore, on pourrait discuter de tous les gardiens de Suisse, de NHL et peut-être d'Europe. Je suis très content, je vous remercie parce que ça fait longtemps. Il y a des sujets que je voulais apporter depuis longtemps. Là. Sur les autres gardiens, on ne parle pas souvent, puis je suis très content d'en parler de ça en tout cas. Et puis comme il faut aussi qu'on parle des autres clubs, on va te libérer. Tu as un entraînement à 13h avec un gardien dans un de tes centres. Donc on va te laisser aller le rejoindre. On te remercie beaucoup d'avoir été là. On espère que vous avez apprécié dans le chat la présence de Sébastien Beaulieu. Puis maintenant, on va s'attaquer aux autres clubs en commençant par Lausanne. Avec Lausanne qui continue à alterner victoire et défaite. Et puis surtout, là, Lausanne qui a joué sans Victor Barberio ce week-end. Alors, on reste avec Jérôme et Jonathan, bien évidemment, mais surtout, il y a Emerton qui va manquer les 4 prochaines semaines. Ça va être un peu plus compliqué, messieurs, pour cette équipe. Une équipe de Lausanne qui continue son inconstance. Hein. J'ai commenté le match contre Bienne vendredi. Lausanne qui a su faire bloc, qui a bloqué les ailiers biennois. Franchement, ils ont fait un super match. Et puis le lendemain, ils perdent à la maison contre Langnau. John Foust a parlé, il m'a dit à l'interview, on cherche de la constance. Ils alternent les défaites, les victoires. Il y a eu une fois 2 victoires de suite pour Lausanne cette saison et une fois 2 défaites de suite. Donc il n'y a jamais de série, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Et puis 17 points en 13 matchs pour le Lausanne Hockey Club. On va voir ce que va apporter le nouvel étranger, le Tchèque Michael Frolik. On attend beaucoup de choses du côté lausannois de ce Tchèque, qui va remplacer du coup Emerton. Mais Frolik, est-ce que c'est un centre? Est-ce que c'est un ailier? À voir. Et puis Emerton, depuis le début de la saison, il a porté quand même pas mal, surtout aux engagements. Donc, on verra bien. Moi, je trouve que c'est une super bonne signature, Michael Frolik. Il a l'expérience de NHL, il a marqué des points aussi en NHL. Il y a eu des rôles offensifs, il y a eu des rôles un peu plus défensifs d'énergie. Moi, ma question, c'est dans quelle forme, pas forme physique, parce que je suis convaincu qu'il est encore en très grande forme, c'est un professionnel, mais niveau game shape, niveau timing, parce qu'on le sait, avec le Canadien de Montréal l'année passée, il était sur le fameux Taxi Squad, donc a pratiquement pas joué de la saison. Et c'est 8 matchs en tout qu'il a joué avec le Canadien, 2 matchs avec le Rocket de Laval. Et là, il n'a pas joué de la saison encore. Donc, à quel niveau il va être pour son premier match? Et là, évidemment, pour moi, c'est un upgrade sur, par exemple, Phil Verone. Là, c'est sûr qu'il va remplacer dans les médias Emerton, mais je pense que Frolik s'est beaucoup plus prouvé dans sa carrière qu'a pu le faire Verone. Donc, là-dessus, je pense que c'est un beau pas en avant. C'est une belle acquisition de la part de Lausanne. Faut voir, par contre, quand Emerton va être dans la formation, va être en santé, tu ne peux pas vraiment le tasser comme joueur de centre. Frolik va jouer. Qui va y coper? C'est Catch, Gernat, Barberio.
tout ça va être quand même un beau casse-tête pour John Foust. Heureusement, il ne l'aura pas trop parce qu'avec l'absence d'Emerton, ben, les questions vont se répondre plus tard. Ouais, Et qu'est-ce que vous 4 pensez places pour 5 étrangers, hein, même en enlevant Emerton de l'équation. Vas-y, je vois. Non, mais pour ce week-end, il a enlevé Barberio, qui est quand même son capitaine. Alors c'est clair qu'on ne peut pas enlever Gernat, vu les performances qu'il a depuis le début de la saison, mais il enlève quand même son capitaine. Donc moi, ça m'a un petit peu surpris quand j'ai vu Barberio surnuméraire contre Bienne, mais à mon avis, il ne peut pas faire autrement. Si Barberio n'a pas le C sur le chandail, est-ce que ça te surprend? Non, justement. Non. Il a regardé l'aspect sportif, exactement. Mais c'est son capitaine quand même. Ouais. La décision n'est pas surprenante. C'est juste que. Au niveau sportif, elle n'est pas surprenante. Là, on est d'accord. Elle n'est pas surprenante. C'est juste qu'il y a le C sur le maillot. Puis là, on se dit, c'est surprenant que tu enlèves ton capitaine, mais en même temps, il doit être juste avec tout le monde. Puis je pense pas que Barberio a nécessairement gagné sa place. Ou je pense que Gernat est au-dessus de lui dans la défense en ce moment de Lausanne. Et il n'a que lui à blâmer parce que ses performances ne vont pas avec son C ou ne vont pas avec son rôle qu'on peut lui donner ou qu'on espère de Barberio. On a amené, oublions-le pas, le Barberio, même en NHL, c'était un joueur qui était reconnu pour avoir un très bon instinct offensif, une très bonne première passe. Et c'est pas nécessairement ce qui l'amène à Lausanne depuis le début de la saison, ou même dans les 2 dernières saisons. Moi, j'en entendais à plus de lui. Évidemment, il y avait peut-être l'ajustement du jeu européen, mais là, c'est sa 2e saison et clairement, il doit en donner plus à Lausanne. Et puis, il ne faut pas oublier que c'est réglé aussi avec Genadzi. Il y a le retour de Joël dans l'alignement. Donc, ça offre aussi un rôle supplémentaire, un choix supplémentaire à John Foust. Hein. Il peut ne plus aligner 2 défenseurs étrangers pour aller avec la formule 3-1 qu'il a fait ce week-end. Effectivement, maintenant, il y a le cas, est-ce que c'est Frolik, est-ce que c'est Varon? Il faut en tout cas lancer une fois le check dans la mêlée cette semaine pour voir ce qu'il vaut et quel est son état de forme. Mais Lausanne, on parle beaucoup depuis le début de la saison là, de l'attaque. On ne réussit pas à marquer de but, Et le match contre Langnau, c'est ça aussi. On est à 1-1 jusqu'en 3e période. Si on a réussi à aller chercher ce fameux 2e but, un fameux buteur qu'on n'a pas, l'histoire est peut-être différente et peut-être qu'on part avec un week-end de 100% en vert, avec 6 points et tout ça. Ça se joue à tellement peu de choses, mais c'est un besoin criant et j'espère vraiment pour Lausanne que Michal Frolik va être capable de remplir ce rôle d'attaquant, de buteur, parce que c'est pas quelqu'un qui est reconnu pour être un buteur, mais il a quand même déjà marqué 20 buts en NHL. Je veux dire, il y a quand même des statistiques dans sa carrière qui prouvent qu'il est capable de marquer des buts et qu'il a une bonne vitesse. S'il l'utilise bien avec la grandeur de la patinoire, il peut vraiment changer quelque chose. Et ce n'est que pour le bien, parce que Lausanne, c'est pas toujours affreux. Il manque certaines petites choses parfois, surtout de marquer des buts. Et puis, si vous deviez être John Foust, je vous pose la colle, Jérôme et Jonathan. Il y a match demain à Ambry, match samedi à Joie pour Lausanne. Vous lancez Frolik dans quel match? Demain ou samedi? Il faut voir le plus tôt possible, ouais. Après, il faut voir comment il se sent. Est-ce qu'il a besoin de 1-2 entraînements pour prendre la température de ses coéquipiers? Ou est-ce qu'on peut le lancer directement dans le bain? Il faut voir son temps d'adaptation. Il faut voir lui aussi s'il a besoin de temps d'adaptation ou pas. Mais je pense que le plus tôt possible est le mieux, ouais. Pour moi, c'est mardi, sans aucun doute. De toute façon, pour moi, de l'aligner, même si peut-être qu'il n'est pas 100% prêt parce qu'il n'y a pas eu assez d'entraînement avec l'équipe ou X ou Y raison, je pense sincèrement que si tu ne l'exposes pas trop et si tu gères bien son temps d'utilisation et dans quelles circonstances tu le mets, mais je pense qu'il peut être plus utile que Verone sur la patinoire parce qu'encore, Verone, c'est pas pour s'acharner, mais il est inexistant. On le voit pas. Il crée rien. Je pense que Frolik, tu l'habilles, tu le mets en uniforme, tu le mets prêt pour le match, puis après, tu évalues selon le match. Si la première période est difficile, tu réévalues peut-être son temps d'utilisation, avec qui il joue, tu le mets avec des joueurs qui peuvent bien le compléter. Je pense que tu dois le mettre dans l'alignement, puis ensuite, tu gères le reste. Mais plus vite il va jouer, pour moi, mieux c'est. On verra ce que fait John Foust ce week-end. Avant de passer au club suivant, il y a une question de Sébastien dans le chat qui n'a rien à voir avec les clubs, mais petite question qui n'a rien à voir, mais je me pose depuis un moment.
les numéros dans le dos des arbitres a une signification précise, point d'interrogation. Bah, simplement, c'est le numéro pour pouvoir les identifier. C'est pas l'évaluation sur 100 de leur valeur comme sur NHL 22. Il y en a qui seraient très hauts et d'autres très bas alors. Ouais. Ça fait un petit moment en plus. Hein. Il y a Fabrice dans le chat qui demande aussi Frolic vendu comme un centre, mais c'est un ailier, non? En fait, il a joué les 2 positions en NHL dans sa carrière. C'est vraiment quelqu'un là, que tu peux mettre où tu veux dans l'échiquier. Donc ça, c'est une belle polyvalence. Une belle polyvalence aussi pour l'équipe. Parce que si, par exemple, Emerton revient et que tu veux le laisser au centre, ben, tu peux mettre Frolic à l'aile et il va être très utile aussi. Donc oui, je comprends qu'on le vende comme un centre, là, mais c'est surtout un joueur hyper polyvalent. Et puis, parce que j'ai vu que Thomas avait répondu à Sébastien. Thomas a posé une question en début de chat par rapport de live par rapport à Genadzi, puisqu'on a souvent évoqué le fait que Genadzi a été proposé à d'autres clubs. Est-ce que c'était par rapport à une source citée, mais on n'est pas les seuls à avoir cité le fait que Genadzi avait été proposé à d'autres clubs dans le lot. Donc non, c'est pas forcément. On va pas polémiquer sur la personne à qui Thomas pensait par rapport à ça. Il y a plusieurs journalistes qui ont entendu que Genadzi était sur le marché et avait été proposé à d'autres clubs avec d'autres sources. Voilà. Après, ce qu'il faut comprendre aussi, pour terminer là-dessus, Pascal, ce qu'il faut comprendre, c'est que tu entends d'une source ici et là, il y a des contacts avec telle équipe, il a été proposé à Lausanne par telle et telle équipe. Les informations ne sont pas nécessairement fausses. Par contre, les négociations avec Lausanne ont peut-être pris une autre tournure parce qu'il y a eu X ou Y raison. Une tournure que personne ne s'attendait, puisque je pense qu'un peu tout le monde a été surpris par cette prolongation de contrat-là. Et ça a peut-être changé en 12 heures, en 24 heures, puis le contrat est signé, puis tout le monde se retrouve, c'est pas l'information qu'on avait eue. L'information n'était pas nécessairement fausse quand elle a été dite, mais au final, le résultat est différent des bruits de coulisses, de corridors qu'on avait. Donc, ça ne veut pas nécessairement dire que la source n'est pas fiable. Voilà. Voilà pour Lausanne, et puis on va passer au HC Vienne. Puisque Bienne a joué contre Lausanne ce week-end, on a décidé d'enchaîner les 2 clubs. Bienne a perdu contre Lausanne à domicile, mais surtout est allé remporter une victoire avec la manière à Zurich, surtout que c'était une semaine après une défaite un peu, difficile à accepter face à ce même Zurich, cette fois-ci à la Tissot Arena. Jérôme, tu étais samedi à Zurich. Qu'est-ce que tu as pensé du HC Bienne ? C'était de l'eau de pied du vin par rapport au match de vendredi contre Lausanne. Ils ont joué en équipe. Ils étaient à la fin du match très très contents de leur jeu défensif, surtout du jeu en infériorité numérique. Ils ont réussi à faire face au talent zurichois. Parce que je peux vous dire qu'en face, quand vous avez Azevedo, Rowe, Kenville, Hollenstein, Weber et compagnie, c'est pas toujours évident parce que Malguin, que j'ai aussi oublié, parce qu'il y en a tellement des talents qu'on les oublie au fil du temps. Jérôme. Non, mais c'est vrai. Il y a Zurich qui est en jeu de puissance. Entre la première unité et puis la deuxième, je vois pas trop la différence, honnêtement, à part le nom des joueurs. Mais sinon, ça me met la même pression et tout. Mais c'est bien qui a fait le job. Et puis surtout, cette deuxième ligne, là. Künzle, Kunti, Brunner, qui met les 4 buts. 2 buts de Kunti, 2 buts de Brunner. Et j'ai fait mes calculs. Entre les 3, ils ont marqué 15 buts cette saison. C'est 29% des réussites du HC Bienne. Donc, c'est quand même assez fou. Mais c'est vraiment une victoire d'équipe samedi, avec Törmänen qui lance Schlepfer à 4 contre 5. Bon, ça fait déjà depuis pas mal de matchs. Mais Schlepfer joue à 4 contre 5. Et c'est pas parce qu'on joue contre Zurich qu'on va pas mettre Schlepfer à 4 contre 5. Et je trouve que Törmänen, là, il change pas ses gars, qu'il joue contre Langnau, contre Lausanne, contre Zurich, etc. Il a un plan de match et puis il s'y tient et puis ça a payé. On voit les bonnes équipes aussi selon comment ils rebondissent après une défaite. Mm-hmm. Et Bienne, depuis le début de la saison, a la confiance d'arriver sans complexe malgré une défaite. Et tu affrontes quand même une équipe comme Zurich qui, malgré le fait que c'est probablement une des déceptions pour un peu tout le monde parce qu'ils jouent bien en deçà de ce qu'on peut les voir, justement parce qu'ils ont un effectif tellement impressionnant. Mais en même temps, je pense que ça leur nuit aussi parce qu'ils ont de la difficulté peut-être à faire plaisir à tout le monde et à trouver cette espèce de synergie. Mais tu affrontes Zurich à Zurich et tu réussis quand même à commencer le match en marquant le premier but,
à jouer avec beaucoup de confiance, sans complexe. Et c'est vraiment tout à l'honneur du HC Bienne et ça montre à quel point c'est une bonne équipe cette saison. On ne sait pas où elle va terminer, mais quoi qu'il en soit, s'ils gardent cette attitude-là, de rebondir comme ça, de cette façon-là, certainement, ils vont se rendre loin et ils vont bien se positionner là, dans le classement. Et puis parce que je vois qu'il y a une question sur le fait de jouer avec 5 étrangers quand Salinen reviendra au HC Bienne. Alors la réponse, elle est oui, puisque Yanis Moser est toujours en Amérique du Nord. Et il y a cette annonce faite par le Blik alémanique hier d'une arrivée probable de Lauri Korpikowski. Le Finlandais viendrait en provenance du TPS Turku, dont il a été libéré. C'est un joueur qui avait joué d'ailleurs avec Zurich. Est-ce que c'est finalement la filière finlandaise de Martin Steinegger qui fonctionne à merveille ou avec la connexion Tormenon, Salinen et Rajala? Finalement, Steinegger va peut-être la finir. Moi, j'aimerais voir l'historique d'appel de Toni Rajala, de Jere Salinen et de Dentti Tormenon. Moi, j'aimerais voir parce que c'est sûr et certain que ces gars-là passent des appels aussi. Ces gars-là se connaissent. Et on amène un 5e étranger de qualité, un vétéran qui a connu la NHL aussi, qui a passé les dernières années en Europe, qui connaît le championnat suisse aussi, même si ce n'était pas un très long moment là, qu'il a passé à Zurich. Là, c'est 19 matchs qu'il avait joué à Zurich, mais il connaît quand même le championnat. Et éventuellement, parce que Salinen, quand il va revenir, l'avantage de Bienne, c'est qu'on peut jouer à 5 étrangers. Je pense que Korpikowski va peut-être avoir un rôle un peu plus de profondeur qu'un Rajala, un Salinen qui sont vraiment qui vont vraiment prendre le lead de l'attaque. Tu as un Gaétan Haas au centre du deuxième trio. Ben, c'est peut-être là où Korpikowski va être avec son expérience. C'est un joueur qui est responsable aussi dans les deux sens de la patinoire. Donc, c'est là où tout va prendre son sens aussi. Et il arrive dans une légion où est-ce que ton coach est finlandais, où est-ce que probablement qu'il va se sentir très bien aussi dans cet environnement-là. Et c'est un vestiaire qui va être facile à pénétrer pour lui. Il va être bien accueilli. Il ne sera pas laissé tout seul. Il ne sera pas le seul étranger de sa nationalité ou à parler sa langue. Il va pouvoir parler sa langue dans le vestiaire aussi. Donc, c'est sûr, certain que pour ça, je pense que c'est une bonne signature pour Bienne. Bon, je crois que Bienne n'a pas encore confirmé. Hein. Non, Bienne n'a pas encore confirmé. Bienne n'a pas encore confirmé, mais... Pour rappel, il était médaillé de bronze en 2014 à Sochi avec la Finlande et champion de Suisse avec Zurich en 2018. Et il est vice-champion de Finlande avec Turku. Donc, c'est vraiment une belle signature. Et puis, je pense que, quand même, dans le coin de la tête de Martin Steinegger, il y a cette période où il y a eu sa colonne de centre. C'était le vétéran Étienne Froidevaux, puis il y avait Schlepfer, Tanner, et puis le 4e jeune, j'ai oublié, qui était au centre. Il y avait Carafa qui a joué au centre à un moment. Et Carafa, voilà. Aussi, c'est Carafa qui joue au centre. Et là, même si Bienne gagnait encore, c'était dans les 8 premiers matchs, il y a eu quand même, je pense, une petite sueur froide du côté de Martin Steinegger à se dire il va peut-être falloir quand même amener un petit peu de renfort pour aider ces jeunes-là parce que ça faisait un petit peu... Ouais, surtout que Ischier et Hofer sont encore blessés. Bon, Ischier devrait revenir incessamment sous peu, quand même, et puis on n'est pas à l'abri d'une autre blessure. Hein. C'est pas parce que les joueurs sont pas blessés maintenant qu'il n'y a pas quelqu'un qui va rejoindre l'infirmerie tout à coup. Mais c'est vrai que Bienne a la possibilité de jouer avec 5 étrangers. Ben, pourquoi s'en priver finalement? Mais en même temps, moi, j'aime bien le fait qu'on ne s'est pas pressé parce qu'on avait le luxe de le faire. On a pris notre temps. Là, j'ai dit 19 matchs pour Korpikowski, mais c'est bien 35 avec les playoffs. Là, j'avais regardé que la saison régulière. Donc, on a pris notre temps. Il n'y avait rien qui pressait. Et l'avantage que Steinegger avait, c'est que son équipe allait bien. Donc, le temps qu'il voulait prendre pour dénicher un 5e étranger, il pouvait le prendre. Si le club avait été en crise ou avait connu un début de saison comme l'année passée, bien, tout de suite, on aurait passé des coups de téléphone puis on aurait voulu se presser à aller chercher ce fameux 5e étranger. Mais là, on avait le temps de le faire et là, ce n'est pas encore confirmé, mais les rumeurs pointent dans cette direction-là, qu'on serait prêt là, à le faire. Même après la blessure de Salinen, on ne s'est pas pressé à trouver un 5e étranger. Donc, la patience va finir par payer à Bienne. Et puis en plus, en étant patient, tu peux cibler s'il te faut un centre, un ailier, un défenseur, un droitier, un gaucher, un gardien. Tu peux vraiment aller chercher l'étranger poste pour poste. Oui, tu as le temps d'évaluer ton équipe. Tu as le temps d'évaluer, exactement. Voilà, on rappelle que le joueur dont on parle, il est ailier, il peut jouer à gauche et à droite, c'est pas un joueur de centre, mais peut-être que Tormenon va lui trouver des habilités de centre, puisque je cite un entraîneur, et puis qu'on a parlé du match de Bienne à Zurich, il y a Nathan et Fabrice qui nous demandent si Grunborg est en danger.
C'est honnêtement, niveau coach, moi, je pense pas qu'il est en danger, mais honnêtement, il y a une réputation qui le précède et je pense qu'il a l'équipe où il ne peut pas faire de faux pas. On ne peut pas lui pardonner avec une équipe comme ça de ne pas gagner. Dan Tagnes, l'année passée, s'il n'avait pas gagné avec son équipe, il aurait été pointé du doigt. Grunborg, s'il ne gagne pas avec cette équipe-là, il n'a que lui à blâmer parce qu'on lui a donné tous les éléments pour avoir une équipe gagnante. Même Et c'est là où c'est un couteau à deux tranchants parce que tu es soit le meilleur de ta profession, mais on dira c'est parce que tu avais une bonne équipe, ou tu es peut-être le responsable parce qu'on va dire tu avais une bonne équipe. Mais au final, est-ce qu'il n'y a pas le problème d'avoir trop de très bons joueurs dans la même équipe? Puisque on voit que les deux premières lignes, c'est blindé, puis il y a encore des très beaux noms sur la troisième, voire sur la quatrième ligne, et puis qu'il y a un puck pour 5 joueurs sur la glace et qu'il faut se partager le temps de jeu, le puck, les responsabilités. Tout ça, ça peut être un facteur de tension à l'intérieur d'un vestiaire. Évidemment, puis de toute façon, dans ma vie, j'ai rarement vu des équipes pactées, là, je vais utiliser ce terme-là, là, des équipes qui débordent de talent, être championne simplement parce que dans une équipe de hockey, tu as besoin de joueurs de rôle aussi. Et là, j'ai l'impression que tout le monde veut le même rôle à Zurich. Et c'est peut-être là où tu vas avoir des lacunes et qu'il va y avoir de la mésentente, peut-être dans le vestiaire aussi, qui vont finir par impacter les performances sur la patinoire. Mais clairement, Zurich, moi, c'est ma déception du début de saison jusqu'ici. Et puis on a une question de Fabien qui est un peu plus générale. Après Vatanen, Frolic, Kudacek et un cinquième étranger à Bienne, pour l'interrogation. C'est moi qui le rajoute, les gens passent. C'est pas un peu surprenant toutes ces arrivées après une saison à huis clos où tous les clubs nous annonçaient des catastrophes financières, ce à quoi Sacha a répondu simplement oui. Jérôme, Jonathan, je ne sais pas quel est votre avis. C'est vrai que c'est vrai que l'année passée, il y a eu tous ces problèmes liés au huis clos au niveau des finances. Il y a les aides fédérales, il y a d'autres choses, les soutiens des sponsors, des fans qui laissent de l'argent. Après, peut-être que les clubs aussi avaient prévu à l'avance d'avoir une enveloppe budgétaire pour un étranger supplémentaire, voire plus. Et puis il y a certains clubs qui ont des mécènes qui parfois rallongent un petit peu le budget avec un chèque en plus ou un sponsor qui vient donner un petit coup de main quand il faut. Ouais, et puis il ne faut pas oublier que ça reste du business, c'est du spectacle. Vous offrez du spectacle à des gens. Donc si votre équipe elle n'est pas bien, les gens vont moins venir à la patinoire. Donc vous allez chercher un renfort pour que votre équipe marche mieux. Et si votre équipe marche bien, les gens vont venir. Si les gens viennent, ça amène de l'argent. Pas seulement le billet d'entrée. Il y a les boissons, il y a les repas, il y a tout ce qui se passe autour de la patinoire. Il ne faut pas oublier que ça reste un business. Alors ça peut choquer les gens. Quand l'année passée, les clubs disent on va perdre des millions, et puis cette année, ils dépensent. Mais vous ne pouvez pas vous permettre, même s'il n'y a pas de relégation cette année, vous ne pouvez pas vous permettre d'être en queue de peloton. Parce que si vous êtes en queue de peloton, il y a peut-être des gens qui ne vont pas renouveler leur abonnement, il y a peut-être des sponsors qui vont partir et puis qui vont aller dans un autre club ou s'intéresser à un autre sport. Donc même s'il n'y a pas de relégation, même si vous êtes dans l'année après Covid, vous devez rester compétitif quand même. Voilà, messieurs. Moi, tout ce que je rajouterais là-dessus, c'est qu'il y a aussi des joueurs qui sont amenés par cause de blessures. Donc, si tu as plusieurs blessures, c'est sûr que tu vas toucher les assurances aussi de ce joueur-là. Donc, peut-être que ça vient un peu doser le salaire qui peut être plus élevé, que tu n'aurais pas nécessairement les moyens, mais que là, tu peux te permettre parce qu'il y a une partie qui est remboursée et tout ça. Donc, voilà pour Bienne. On va maintenant passer, les gars, au HC Ajoie. Ça tombe bien, on est dans les clubs qui signent des joueurs parce qu'ils ont des blessés avec notamment les arrivées. Deux arrivées, ouais, justement, Maxime Fortier et Sébastien Wenström. Mais avant de parler de ces deux nouveaux joueurs, on va revenir aussi sur le week-end du HC Ajoie. Goal average extrêmement négatif, 3-14 ce week-end avec cette défaite 9-3 contre Langnau à Langnau et surtout ce revers 0-5 à la maison face à Fribourg. Mais actuellement, Fribourg est sur un nuage, on en parlera juste après. C'est pas forcément le meilleur week-end du HCA, mais c'est l'apprentissage de la National League qui continue avec ces résultats difficiles, ces soirées parfois où rien ne va. Et malheureusement, on savait que ça allait arriver. On espère que Ajoie va pouvoir profiter de sa semaine de congé pour pouvoir repartir sur le bon chemin, intégrer ces deux nouveaux joueurs
parfaitement. Hein. On ne peut pas être déçu de Fortier non plus sur le match de Langnau où il marque 2 buts alors qu'il débarque de l'avion. Il n'y a pas d'autre terme. Hein. Il a traversé le Québec et la Suisse pour pouvoir jouer un match de hockey. Chapeau à lui quand même d'avoir répondu présent. À voir ce que va apporter aussi Sébastien Wenström quand il sera intégré à l'équipe. Parce que ça va offrir aussi des options à Gary Sheehan de pouvoir peut-être reposer Philippe Michael DeVos qui en a bien besoin malgré tout. À voir. Je sais pas, messieurs, Jonathan, là-dessus. Ben, on parle d'apprentissage. J'ai de la difficulté avec le week-end à voir de l'apprentissage du côté d'Ajoie, une certaine évolution. Si on prend le match contre Langnau vendredi, après, là, j'ai la statistique, après 1 minute 12, Langnau prend les devants 1-0. On sait que les débuts de match à Ajoie, ça arrive trop souvent qu'on se fait marquer. Et mine de rien, on n'a pas nécessairement l'équipe pour répondre tout de suite. On n'a pas l'équipe pour se permettre de faire du hockey de rattrapage tout le temps. Le début de match est crucial. On doit apprendre de ça. On ne peut pas se permettre toujours régulièrement de concéder un premier but rapidement dans le match parce que c'est sûr et certain qu'au banc, c'est « Ah non, encore, on va avoir tout un match à jouer, à tirer de l'arrière, à ne pas pouvoir nécessairement avoir la difficulté à instaurer notre système de jeu à nous parce qu'on est encore derrière, puis là, il faut pousser sur l'attaque, puis peut-être qu'on va mettre de côté certains éléments du match et tout ça. » C'est là-dessus que j'aimerais que la HC Ajoie travaille. Est-ce qu'il va y avoir des défaites? Évidemment, on s'en attend, mais c'est aussi dans la façon de perdre. On a affronté Fribourg, on a été dans le coup pendant une longue partie du match. Ça, c'est positif parce que c'est la meilleure équipe de la Ligue, une équipe en confiance et tout ça. Mais contre une équipe contre Langnau ou contre Davos, c'est quoi? C'est le système de jeu de ces deux équipes-là qui ne fonctionne pas au HC Ajoie. On n'est pas prêt pour ce genre d'équipe-là ou quoi? Mais je trouve qu'il manque de progression face à ce genre d'équipe-là, qu'on devrait être capable de compétitionner. Les équipes qu'on avait ciblées, évidemment, Langnau joue mieux que ce qu'on avait prévu parce qu'ils sont menés par des étrangers qui fonctionnent à plein régime. C'est une équipe combative et tout, mais mine de rien, c'est un des adversaires que tu dois dire ce soir, on se bat parce que c'est peut-être les 3 points qu'on va être capable d'aller chercher cette semaine et on perd 9-3. Pour moi, là, il n'y a pas vraiment de progression. Moi, je me demande s'il n'y a pas un problème d'adaptation aussi, parce qu'à jouer en Swiss League, c'était l'équipe qui avait la possession du puck, c'est l'équipe qui était en zone offensive quasiment tout le temps, et puis là, on se retrouve à jouer un hockey de contre-attaque. Je pense que Philippe Michael DeVos n'a jamais été autant en zone de défense en 14 matchs de National League que toute sa carrière en Swiss League. Non, mais j'exagère un peu. Mais c'est vrai que ce n'est pas le même hockey sur glace, ce n'est pas du tout la même chose. Vous jouez pendant 4, 5, 6 années du hockey offensif où vous mettez la pression sur l'adversaire. Et puis là, tout d'un coup, c'est vous qui êtes sous pression. Et tout le temps, pendant 60 minutes. Et je pense que là, je ne sais pas si tous les joueurs ont switché. Justement, ça me rappelle et se rendre compte de ce hockey-là. Ce n'est pas du tout le même hockey sur glace. Ça me rappelle une citation de Frédéric Iglesias quand Rapportville était monté. Il avait dit « Maintenant, il va falloir qu'on réapprenne à perdre ». Et je pense que c'est quelque chose qui est le plus important. J'avais évoqué aussi le fait de prendre les décisions quand je les avais vues en match amical à Fribourg, où la prise de décision, c'est quelque chose que Gary a insisté aussi on l'a entendu dans le reportage, dans le documentaire hier, où il disait c'est important, la prise de décision en National League, ça va beaucoup plus vite. On n'a pas cette seconde de réflexion quand on reçoit le puck, on doit déjà savoir ce qu'on va faire avec. Et effectivement, il y a certains qui apprennent encore, malheureusement, et le début des matchs, comme tu dis, Jonathan, ça fait partie de ces choses. On a vu une évolution entre vendredi et samedi, puisque face à Fribourg, ils n'ont pas encaissé de but au début du match. C'est déjà un progrès. Maintenant, il faut reporter ça encore ce week-end avec le match contre Lausanne pour essayer de garder des points positifs et puis faire une checklist de ce qu'on doit faire de bien pour les prochains matchs et ainsi évoluer. Je vais rebondir sur ce que met Christine dans le chat. Oui, il faut leur laisser du temps, ils vont y arriver, mais cette saison, il n'y a pas de relégation. Mais si la saison prochaine, on passe à 14 équipes, il y a peut-être relégation. Donc, il faut aussi commencer à bâtir la saison prochaine, commence aussi un petit peu maintenant, surtout pour une équipe qui se bat plutôt pour une place en pré-playoff, ce qui serait une belle performance et un certain exploit. On les a déjà vus gagner des matchs. Vendredi soir, c'était l'opportunité pour eux de gagner un deuxième match contre une même équipe. Langnau était
prenable sur le papier à la base, puisque les Emmentalois n'avaient pas encore gagné chez eux à domicile depuis le début de la saison. Donc je pense que là aussi, comme on dit, ils étaient dus pour en gagner une, et malheureusement c'est tombé sur Ajoie, et ce soir-là, Langnau a tout réussi ce qu'il voulait. Mais moi, je rebondis sur le commentaire que tu as dit, Pascal, que tu as lu là, sur celui de Christine. Laissez-leur le temps, ils vont y arriver. Ça dépend qu'est-ce qu'on entend par « ils vont y arriver ». Parce que est-ce qu'on s'attend à jouer d'une équipe compétitive qui peut se battre pour les pré-playoffs? Est-ce qu'on s'attend juste à voir une équipe au niveau de la National League, à voir les déchets de Swiss League de plus en plus partir et laisser place à des réflexes de National League? Si c'est ça, ils vont y arriver. La dernière partie que je disais, là, de devenir une équipe de National League et enlever les mauvais réflexes de Swiss League, bien ça, oui, je pense qu'ils peuvent y arriver. Et je rebondis là-dessus avec le commentaire de Fabrice qui dit « Ajoie peut-il évoluer cette saison? J'ai des doutes. N'était-il pas déjà à leur limite? » Moi, je pense que niveau résultat, je pense que ce qu'on a vu dans le premier tour, c'est peut-être ce qu'on va avoir droit dans le reste de la saison. Peut-être que ce sera même plus difficile parce que les autres équipes augmentent leur niveau aussi. Mais c'est les revirements à la ligne bleue, c'est le positionnement parfois, c'est les prises de décision, c'est là-dessus, c'est les petites choses qu'on doit améliorer pour que l'année prochaine, on est chanceux, on a une deuxième saison, que ces mauvais plis ne soient plus là. Et c'est là-dessus qu'on doit progresser. Il faut arrêter avec Ajoie de regarder trop les résultats, parce que les résultats ne viendront pas. Ça me surprendrait beaucoup là, qu'il y ait une séquence à la Fribourg-Gotteron avec 9 victoires de suite cette saison. Il faut être réaliste. Ils ne seront probablement pas des pré-playoffs. Du moins, ça va être difficile et ils devront gagner beaucoup plus de matchs qu'ils vont en perdre d'ici la fin de la saison pour y arriver. Donc, on peut presque dire que c'est presque impossible, mais il faut améliorer ces petits trucs-là pour voir une équipe de National League grandir. Tant que l'équipe grandit, tant qu'il y a de l'amélioration sur les petits détails, c'est là, je pense, qu'ils peuvent aller chercher plus. Mais niveau résultat, moi, je pense pas. C'est là où j'ai mes réserves de ils vont y arriver. Ils vont y arriver à quoi, en fait? Parce que niveau résultat, je pense pas que ce soit. Je pense pas qu'on peut rêver à grand-chose. Ouais, puis ce qu'il faut pas oublier, c'est que les adversaires vont pas faire de cadeaux. Hein. Ils vont aller chercher les 3. Enfin, ils vont tout faire pour prendre les 3 points contre Ajoie. Ajoie a quand même 3 victoires cette saison. Ils ont battu Ambry, ils ont gagné à Zoug, et puis ils ont battu Langnau. Donc les équipes adverses, elles savent que si elles font pas un bon match, eh bien Ajoie va gagner. Donc tu es obligé de jouer finalement contre Ajoie. Ouais. On verra sur la longueur quels sont les objectifs de Gary et de Vincent pour leur équipe sur les prochains matchs. Ils sont à quoi? Ils sont à 8 points de la 10e place là, pour les pré-playoffs déjà. Je te dis ça tout de suite. On avait pas ouvert le classement. La 10e place, c'était 17 points. Ils ont 9 points, donc ils sont à 8 points. Là. Ils sont déjà à 8 points de la première barre. Ouais, c'est compliqué. Ça va devenir compliqué. Et puis on le rappelle, ce week-end, c'est donc Lausanne à domicile. Ce sera samedi. Un match qui va être difficile quand même, hein, puisque le LHC enchaîne victoire et défaite, on l'a vu tout à l'heure. Oui, mais c'est une bonne nouvelle quand même pour Ajoie d'avoir une semaine de congé. Ça peut faire du bien à tout le monde et aux étrangers, aux nouveaux étrangers de s'habituer aussi. Soigner les petits bobos. Exact. Voilà pour Ajoie. On est prêt pour notre dernier club, messieurs, Fribourg-Gotteron. Avec un Fribourg-Gotteron qui a égalé son record de 1991-92 avec 9 victoires de rang dans le temps réglementaire. On en plaisantait, on préparait l'émission, il suffit d'avoir un Andrei ou un Bikov dans l'équipe pour faire une série. Et cette année, tout est regroupé en une seule personne. Bon, ça, c'est plus pour la blague. Non, effectivement, tout va bien pour Christian Dubé et ses hommes. On en parlait déjà il y a une semaine. Dans Overtime, on en a parlé aussi dans Backcheck le Talk cette semaine. Il n'y a pas grand-chose de négatif à dire, d'autant plus qu'il y a des buteurs qui sont aussi les buteurs de troisième ligne avec Jörg, avec Walzer, avec Marchon. Julien Sprunger est de nouveau top scorer. On a l'impression de retrouver le Fribourg-Gotteron d'il y a quasiment 10 ans en arrière où ils avaient tutoyé Berne en finale. Ben, moi, je n'irai pas dans le négatif du tout. Je vais plutôt lancer des fleurs à Fribourg. Les 2 victoires du week-end, là, même si c'est Ajoie et Genève, les 2 pires équipes au classement, c'était pour moi un piège. Quand tu es sur une série de victoires, quand tu as la confiance, tu es au-dessus de tes moyens, tout roule pour Fribourg. Les rebonds arrivent toujours pour Fribourg. Quand tu gagnes, tu crées cette chance-là. Et c'est là que tu prends de la confiance et tout. Et quand tu affrontes j'allais dire mauvaises équipes, c'est pas des mauvaises équipes, mais des équipes qui sous-performent, comme Ajoie et Genève,
ben, il y a le piège de les prendre de haut. Le piège de surfer sur ta vague de confiance et de frapper un mur. Du coup, même si ce n'était pas deux équipes sur papier, là, c'était le choc du premier contre du dernier au classement, là, mais c'était le choc des extrêmes les 2 jours, le vendredi et le samedi. Reste qu'il y avait un danger pour Fribourg. Et la façon dont ils ont joué, la façon dont ils ont contrôlé les 2 matchs, ben, ils ont prouvé que, OK, c'est pas juste une question de confiance. On a un système de jeu qui marche. Tout le monde pousse dans la même direction et on est là pour gagner. On n'est pas juste là pour faire le show, jouer individuellement et tout. Tout le monde met la main à la pâte et ça se transparaît aussi dans les statistiques. C'est pas Fribourg qui a le meilleur top scoreur de la Ligue, là. C'est Sprunger et Motet à 13 points, les meilleurs pointeurs. Donc, c'est même pas du 1 point par match, mais quand tu regardes, il y a tellement de gars qui produisent qu'en ce moment, c'est une histoire d'équipe et pas une histoire d'un seul gars. Exactement, c'est une histoire d'équipe. J'ai l'impression que quand il y a une ligne qui ne marche pas un soir, c'est une autre qui prend le relais. Et puis le lendemain, c'est cette ligne-là qui ne marche pas. C'est celle qui n'a pas marché le soir d'avant qui prend le relais. Tu soulignais, Jonathan, le match contre Genève et Ajoie. Ils ont joué sérieusement parce que c'est 2 blanchissages. Donc on peut dire qu'ils ont pris les 2 matchs au sérieux. Par contre, ce qui risque d'arriver à Fribourg maintenant, c'est qu'ils vont perdre à un moment donné. Je ne sais pas quand, alors peut-être pas les prochains matchs, parce que sur les 5 prochains, il y en a 4 à la maison. Donc ils ont un calendrier quand même assez favorable. Mais la défaite, elle va arriver. Ils ne vont pas continuer comme ça jusqu'à la fin des playoffs. Il faudra peut-être commencer à accepter la défaite. S'il y a des défaites, ne pas se désunir. Parce qu'on sait que quand tout roule, on a le meilleur coach du monde, on a les meilleurs coéquipiers du monde, on a la meilleure vie du monde. Et tout à coup, on commence à perdre. Et c'est là où il faudra accepter, se dire, voilà, c'est une défaite un soir, c'est peut-être l'adversaire pour qui tout a roulé. Et puis c'est là où il faudra être bon dans la tête à Fribourg et pas se dire « Oh, on a perdu un match, qu'est-ce qu'on a fait faux ?» Il faudra continuer et puis se dire « J'ai le droit de perdre un match. » Ouais, je faisais le parallèle la semaine passée avec Bienne, justement. On parlait justement de ça par rapport à Bienne. Qu'est-ce qui va se passer quand ils vont perdre leur premier match après leur série? Alors on a vu Bienne, ils ont perdu 2 matchs de suite, puis ensuite ils ont gagné un match. Tu dis ça peut être facile le week-end, les 5 prochains matchs. Rapperswil, c'est pas toujours une destination facile pour les clubs romans. J'ai pas dit que c'était facile. J'ai dit qu'ils avaient un calendrier favorable. Voilà, ok, favorable. Mais quand même. Faut peser nos mots quand même. C'est pas des mauvaises équipes, c'est des équipes qui super 4 matchs à la maison sur 5, c'est pas facile, c'est favorable. Voilà, mais on a vu l'année passée que le premier déplacement à Rapperswil pour plusieurs des clubs romans avait été compliqué. Rapperswil est en train de redescendre un petit peu au niveau de ses performances après sa belle série, mais ça ne veut pas dire que Rapperswil va pas revenir en forme, on va pas cocher ce match-là pour se dire allez, on se relance contre le leader, tout ça. Donc effectivement, c'est l'équipe à battre Fribourg maintenant. Bien sûr, c'est sûr. Hein. Et j'aime bien le commentaire de Rodrigo qui dit, et de Fabrice aussi, en même temps, les deux ont dit à peu près la même chose. Faut pas qu'il y ait de blessures, dit Rodrigo. Fabrice dit le problème, c'est la profondeur de banc. Effectivement, hein, on le rappelle, actuellement, il y a Jérémy Camerzin qui est blessé, ça fait un défenseur en plus, et il y a un joueur surnuméraire en attaque. Alors, ce week-end, c'était Yannick Héron, parce que voilà, on sait qu'Yannick Héron a beaucoup de peine à performer depuis qu'il est arrivé à Fribourg. On a vu un Gaëtan Jobin qui a eu des responsabilités, et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour Gaëtan Jobin lors du week-end. C'est vrai que si tout d'un coup, un Kylian Motet, par exemple, devait se blesser, là, ça grincera peut-être un petit peu des dents du côté de Christian Dubé et de Pavel Rosa pour savoir comment faire évoluer les choses. Moi, je reviens sur ce que tu disais, Jérôme, comment ils vont réagir quand ils vont perdre. Moi, je pense que la série de 4 défaites qu'ils ont eues, je pense que ça va leur servir beaucoup tout au long de la saison. Parce qu'une équipe qui ne fait que gagner, c'est vrai que le premier défi, c'est de rebondir après une victoire, après une défaite. Mais eux ont connu l'adversité déjà très tôt en saison. Et là, évidemment, et puis j'abonde dans le même sens que Florian dans le chat, là, ils ne vont pas tout gagner, il faut rester réaliste. Évidemment qu'ils ne gagneront pas tous. Et d'ailleurs, Julien Sprunger nous l'a dit en entrevue d'après-match, je pense que c'était vendredi, après la victoire contre Genève, on sait très bien qu'on ne gagnera pas la trentaine de matchs qui nous restent. Les gars le savent et les gars ont connu l'adversité déjà dans le début de la saison. Et donc, ça, je pense que ça va les aider à long terme tout au long de la saison. Si jamais il y a un autre creux de vague, c'est de revenir à comment on s'en est sorti la première fois et comment on peut s'en sortir maintenant. Ce qui est positif en ce moment, c'est qu'ils ont 14 points d'avance sur Ambry, qui est 7e. Donc,
pour une place en play-off. Et même s'ils commençaient maintenant à enchaîner victoire-défaite sur un rythme lausannois, est-ce que finalement c'est une place en play-off qui est assurée. Donc il faut vraiment que quand la première défaite arrive, ça ne devienne pas une nouvelle série de défaites. Tu l'as dit, toujours les 4 défaites qu'ils ont eues en début de saison, ça doit servir pour le futur. Voilà, messieurs, pour Fribourg-Gotteron, le temps passe déjà. On va être rendu aux joueurs du week-end. Et on reste à Fribourg, puisque notre joueur du week-end, alors il a fait l'unanimité des votes, avec ses 55 arrêts et ses 2 blanchissages en autant de matchs, c'est Reto Berra, bien évidemment, le gardien de Fribourg qui a été stratosphérique ce week-end. Et on a été un petit peu méchant l'année passée avec lui en disant que, regardez, il fait pas de blanchissage, et cette année, il en est déjà à 3. Chapeau à lui. C'est comme ça aussi qu'une équipe comme Fribourg peut gagner, en s'appuyant sur un bon gardien. Et en plus, on a vu que quand il était absent, Connor Hughes a levé le niveau. Donc, il y a actuellement pas de souci devant les filets, Jérôme, du côté de Fribourg. Non, aucun souci. 55 arrêts sur le week-end. C'est une grosse performance de blanchissage en 2 jours, parce que sur ces 55 tirs, il aurait pu en laisser passer un. Ça arrive de faire une boulette, de ne pas avoir la mitaine, ou quand tu gagnes à Porrentruy 5-0, tu peux être un petit peu plus déconcentré. Non, il est resté dans son match, il a fait les arrêts qu'il fallait, il a fait le mur, comme on dit. Et puis bravo Reto Berra. Moi, je vais lire le commentaire de Florian. J'adore ce commentaire. Ce qui change aussi, c'est le body language de Berra et de la défense. On les sent mieux. Et encore plus, Berra, on voit qu'il est plus serein. C'est très vrai que l'année dernière, c'était quelque chose qui était agaçant de voir le langage corporel de Reto Berra quand il se faisait marquer. Pourtant, Fribourg a quand même terminé 3e, mais il y avait quand même de la frustration dans ses réactions, alors que cette saison, c'est vrai que toute l'équipe de Fribourg a l'air beaucoup plus sereine. Et que, comme il y a encore cette réflexion, Fribourg encaisse moins cette saison, c'est peut-être aussi la différence par rapport aux saisons précédentes. Pour les Dragons, il nous reste encore une chose à avoir, c'est le programme de la semaine, puisque vous allez voir, il est assez chargé avec de nombreux rendez-vous, à commencer demain par une soirée studio avec le derby des Zeringen sur MySports 2. Attention, pas sur MySports 1, sur MySports 2. Mercredi, le retour de la Swiss League avec le match en direct de Biasca entre les Ticino Rockets et Holtons à 19h40 sur MySports 1. Vendredi, on va retrouver Fribourg en déplacement à Rapperswil à 19h25 sur MySports 1 pour le studio. Et samedi, ce sera Genève-Langnau sur MySports 1 à 10h25 aussi, le match studio. Dimanche, il y aura encore le Lausanne-Bienne à 15h40 que j'aurai le plaisir de vous commenter avec Stéphane Rochette. Rediffusion du documentaire HA Joua Cap sur l'élite Horizon National League à 18h sur MySports 1. Et après celui-ci, match NHL entre San Jose et Boston en direct du TD Garden de Boston sur MySports 1 à 19h, où on te retrouvera, Joe, d'ailleurs. Tu as pu expérimenter la NHL sur nos antennes. Oui, samedi, j'ai eu le premier match qui était Arizona contre Buffalo. C'est certainement pas l'affiche qui soulevait les passions, mais par contre, dimanche, ne ratez pas ça parce que Timo Meier va être en action avec San Jose. Donc, c'est une affiche qui promet. Et puis, on vous rappelle que tous les matchs sont disponibles, bien évidemment, sur MySports Pro. Tous les autres matchs de National League qu'on ne vous a pas montré sur le tableau pour ceux qui nous regardent sur Facebook ou sur YouTube, et que le Backcheck le Talk, après chaque studio, est en diffusion simultanée sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube. On arrive désormais au terme de cet 8e épisode d'Overtime. On espère que vous avez eu beaucoup de plaisir avec Sébastien Beaulieu, que ce soit dans le chat ou Jérôme en notre compagnie. On n'a pas eu le temps d'évoquer aussi le documentaire de Jean-Philippe hier, qui a été diffusé hier, Derrière le masque, avec Gauthier Desclous. On n'a pas vraiment eu le temps de parler de beaucoup de choses. Il y avait beaucoup de choses encore. Il a été très généreux. Il a eu la parole facile, mais c'est tant mieux pour nous. Très généreux, Sébastien Beaulieu. On le remercie, évidemment. Et puis Jérôme, on te remercie aussi d'avoir été avec nous pour cette émission. On vous donne rendez-vous bien évidemment lundi prochain pour le 9e épisode d'Overtime, où on reviendra avec 2 journalistes de la rédaction. On vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission en rediffusion dans quelques instants sur Facebook, dans l'après-midi sur YouTube pour ce qui est des vidéos, et pour l'audio, ce sera sur Spotify, SoundCloud et Apple Podcast. N'oubliez pas de vous abonner pour ne louper aucun de nos rendez-vous. À lundi prochain, Jonathan. Oui, à lundi. Bonne semaine à tous, bye bye. Ciao, bye bye. Bye bye.